Oui, madame. Très bien. Alors, toujours dans le volet de la persistance des données, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu deux mécanismes comment on peut stocker les données. On a vu les préférences partagées, c'est un mécanisme léger pour stocker des données sous forme de clés valeurs. On a vu aussi qu'on peut stocker les données dans un fichier. On a vu les fichiers XML, on a le CSV, on a JSON, etc. Alors, mais toujours, comme vous le savez, il y a toujours différents besoins. Maintenant, lorsqu'on veut stocker des données structurées, donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une base de données. Donc, la base de données est faite pour stocker des données structurées, c'est-à-dire des données qui sont liées, qui ont des liaisons. Ça, c'est une table, une deuxième table, etc. Donc, pour stocker les données structurées, forcément, on a besoin de bases de données. Alors, pour les bases de données, il y a un mécanisme offert par Android qui est intégré à Android Studio qui est la librairie SQLite. Alors, SQLite, c'est une librairie qui est très puissante puisque c'est très utilisé même dans le système d'exploitation lui-même. Dans le système d'exploitation lui-même, SQLite est utilisé. Donc, SQLite est utilisé pour stocker les données en local. Ça veut dire on peut ne pas utiliser un serveur pour se connecter à la base de données. C'est un stockage local. C'est bon? Donc, cette base de données, elle est stockée localement à l'application. Donc, SQLite ne nécessite pas de serveur pour fonctionner, ce qui signifie que son exécution se fait dans le même processus que l'application. Bien sûr, avec des données qui sont costauds, etc., il faut faire attention à un concept qu'on verra par la suite. Pour minimiser la charge sur le thread principal, on peut utiliser plusieurs threads. C'est la programmation parallèle. Ça veut dire utiliser des threads pour faire fonctionner deux tâches en parallèle et ne pas se concentrer tout sur un thread principal. On verra cette mention par la suite. Mais généralement, aujourd'hui, on va voir les concepts de base de comment utiliser SQLite. Alors, pour utiliser SQLite, on va utiliser une API qui existe déjà dans Android Studio, qui se manifeste via une classe. C'est cette classe qui nous permet de créer cette base de données, de créer les tables et d'interroger cette base de données. Alors, cette classe, ça s'appelle SQLite Open Helper. Alors, toute classe qu'on va créer, qui va gérer toutes les interactions avec la base de données, il va hériter de cette classe. Il va hériter de la classe SQLite Open Helper. Alors, vous voyez, nous avons notre application. Ici, on a la base de données, on a les classes. Donc, SQLite Open Helper, c'est l'intermédiaire entre les classes, la base de données et notre activité. Donc, c'est via cette classe qui va gérer la création d'une instance de base de données, la création des tables et les différentes méthodes qui nous permettent d'interagir avec cette base de données. Alors, la classe qu'on va créer, qui hérite de SQLite Open Helper, nécessite certaines méthodes qu'on doit implémenter. La première des méthodes, c'est le constructeur. On a cette classe qui hérite de SQLite, c'est elle qui va gérer la connexion avec la base de données. Principalement, on va utiliser certaines méthodes. La première méthode, bien sûr, c'est le constructeur. Alors, le constructeur de cette classe, c'est un constructeur qui hérite de la classe mère, qui hérite de SQLite OpenHelper et qui a quatre attributs. On a le contexte, c'est le contexte de l'application. On a le nom de la base de données, parce que la base de données, elle va être créée. On va la chercher, comme on a fait pour les fichiers internes. Les fichiers qu'on a créés, les fichiers de préférence partagée, les autres fichiers, nous l'avons cherché, il se crée avec l'application. C'est la même chose pour notre base de données. Il se crée avec l'application. Donc, le nom, on va lui donner un nom. Factory, c'est utilisé pour créer des curseurs. Des curseurs, c'est le concept du curseur de la souris. Ils nous permettent de pointer sur une donnée et bouger.
passer à une autre donnée. On verra ça lorsqu'on va faire les sélections. Select étoile from, et il va nous donner un ensemble de lignes. C'est bon? Généralement, il est nul. Et version, bien sûr, la version de la base de données. Comme vous le savez, une base de données, ça peut changer. On peut rajouter des tables, on peut rajouter des champs. Donc, on lui donne une version. Version 1, 2, 3, etc. Alors, donc voici l'exemple du constructeur. Donc, notre classe, bien évidemment, qu'on va créer, ça s'appelle DB Connection ou bien Database Connection. Vous êtes libre de choisir le nom qui vous convient. Et voilà le constructeur. Le constructeur de Smith, celle-là, il appelle le constructeur de la classe mère. Et voilà les attributs. Le contexte, c'est le contexte de l'application. Le nom de la base de données. Factory, c'est nul. Et la version, c'est 1. Une autre chose, cette classe qu'on va créer, qui va gérer la connexion avec la base de données, il nécessite une autre méthode. On va surcharger une autre méthode, on va la redéfinir. C'est la méthode onCreate. Alors, c'est dans cette méthode-là qu'on crée les tables nécessaires. Par exemple, dans cet exemple, on a besoin d'une table étudiant. C'est avec cette table qu'on va travailler. Donc, cette table, ça va se créer à l'intérieur de la méthode onCreate. Donc, on va faire, voici une instance de notre base de données et on appelle la méthode execSQL et on donne la requête. Et voilà, cette méthode-là, il permet de créer notre table. C'est bon? Généralement, onCreate, c'est pour la création des tables. Alors, il y a une autre méthode qu'on doit redéfinir, c'est la méthode onUpgrade. Alors, cette méthode-là, elle est déclenchée à chaque fois que l'utilisateur met à jour son application. Lorsqu'il effectue des modifications, en général, le contenu de cette méthode est assez constant, puisqu'on se contente de supprimer les tables déjà existantes pour les reconstruire suivant le nouveau schéma. Donc, on supprime l'existant pour redéfinir, pour recréer le nouveau schéma. Donc, dans l'exemple ici, voici Upgrade. On a supprimé la table étudiant et bien évidemment, on a appelé encore une fois onCreate. Donc, on a supprimé la table et on appelle onCreate pour créer la table à nouveau. Si on a effectué des changements, les changements, ils vont se faire dans onCreate. Donc, on supprime et on crée un nouveau. C'est bon? Je vais vous montrer l'exemple sur lequel on va travailler vers la fin. Alors, une remarque pour la classe qui va hériter de SQLite OpenHelper, il joue le rôle du contrôleur. La classe contrôleur, elle contient les différentes méthodes qui vont interagir avec la base de données. Si vous voulez, on peut utiliser le design pattern DAO, Data Access Object. Alors là où il y a les différentes méthodes avec lesquelles on va interroger cette base de données. Donc, bien sûr, pour ne pas submerger cette classe si on a plusieurs tables, donc il est préférable de créer classe par table. Si on a classe étudiant, on va créer une classe, par exemple DB ou bien étudiant, DB étudiant extends open SQLite OpenHelper. Si on a professeur, on va créer une autre classe qui hérite aussi de SQLite OpenHelper qui va gérer l'interaction avec cette classe, cette table. Donc, il est préférable de créer une classe par table. C'est bon? Je pense que vous êtes familier avec ce concept-là, le DAO. Oui, oui, c'est ça. C'est à peu près le même concept. Donc, pour la création de tables, SQLite, il est basé sur les requêtes SQL. Donc, pour créer une table, on utilise cette syntaxe. Vous êtes familier avec cette syntaxe. Donc, create table, le nom de la table, nom du champ, type et la contrainte. Est-ce que c'est clé primaire? Est-ce que c'est un champ qui n'est pas nul? Etc. Est-ce que c'est une clé étrangère? Etc. Donc, pour chaque attribut, bien évidemment, obligatoirement, on doit avoir son nom et le type de données.
Pour le type de données, dans SQLite, il y a 5 types de données. Il y a nul pour les données nulles, integer pour les entiers sans virgule, real pour les nombres réels avec virgule, text pour les chaînes de caractères, blob pour les données brutes. Par exemple, si vous voulez mettre une image dans une base de données. Alors, pour les contraintes, bien sûr, il est possible de déclarer les contraintes pour chaque attribut à l'emplacement de contrainte. Ça veut dire ici. À côté, on peut ajouter la contrainte de cet attribut. Donc, primary key pour désigner la clé primaire sur un attribut, bien sûr. Not nul pour indiquer que cet attribut est non nul. Check afin de vérifier que la valeur de cet attribut est cohérente. Default sert à préciser une valeur par défaut. Donc, par exemple, cette table de produit, voilà, l'ID c'est un integer et c'est une clé primaire. La base c'est un texte qui est non nul et prix c'est un réel qui est non nul, mais le prix doit être supérieur strictement à 0. Et la quantité c'est integer, c'est un entier, par défaut il est 10. Donc voilà, donc cette syntaxe, vous la connaissez très bien. Alors comment on peut l'écrire dans la méthode onCreate pour créer notre table? Donc voici, on utilise la méthode onCreate et à l'intérieur de cette méthode, on appelle la méthode exec. C'est exécuter une requête SQL appliquée sur une instance dans notre base de données. C'est bon? Donc voilà, donc voici la syntaxe. Donc, create table if not exists, étudiant, ID integer, primary key, et name, text, etc. Donc, il faut faire attention à la syntaxe. Alors, bien sûr, pour la base de données, il y a deux types d'opérations qu'on fait. Soit on lit uniquement, ou bien on écrit. Donc, SQLite OpenHelper, ils nous permettent de fournir deux méthodes pour accéder à une instance SQLite Database en mode soit lecture, soit écriture. Alors, pour accéder à la base de données en mode lecture, donc qu'est-ce qu'on fait? On crée un objet de SQLite Database et on appelle la méthode getReadableDatabase. Si on veut interroger la base de données en mode écriture, ça veut dire on peut rajouter, supprimer, update, etc. Donc, on doit appeler cette instance via la méthode getWritable database. Donc voilà. Bien sûr, pour mettre à jour la base de données, la première opération classique, c'est l'insertion. Comment on peut insérer les données? Alors, pour insérer un enregistrement, pour ajouter une entrée dans la table, on utilise l'une des méthodes suivantes. Ça veut dire pour l'insertion, on a deux méthodes. Donc, la première méthode, on appelle la méthode execSQL en écrivant la requête SQL dedans. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On crée une instance de notre base de données et on y accède, regardez, getWritable en mode écriture. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle la méthode execSQL, insert, et ici notre requête. C'est bon? Ça, c'est la première méthode. Je vais vous montrer un exemple en détail. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la méthode insert. Allez, regardez. Ici, pour le premier exemple, nous avons utilisé cette méthode, execSQL. Pour la deuxième méthode, on va utiliser cette méthode, insert. C'est une méthode déjà offerte par cette API. Il suffit d'aller l'utiliser, mais pour l'utiliser, il nous faut un certain traitement spécial. Alors, ce traitement spécial, comment ça se fait? Toujours, si on veut interroger, écrire dans cette base de données, ça veut dire on doit préciser qu'on est en mode écriture. C'est pour cela, cette instance, elle est en mode écriture. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a un objet values de la classe content values.
Alors, cette classe, cet objet-là, il va contenir les valeurs qu'on va insérer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Values, put dans le champ 1, la valeur 1. Values, put dans le champ 2, on va insérer une valeur 2. C'est bon? Etc. Et qu'est-ce qu'on fait après? On appelle la méthode insert qui prend comme paramètre trois choses. Le nom de la table et les valeurs. On verra ça avec l'exemple que je vais vous montrer vers la fin. Pour la suppression, il y a aussi deux méthodes. Toujours soit via la méthode execSQL ou bien une autre méthode. ExecSQL, c'est on écrit la requête telle qu'elle est, telle que vous connaissez. C'est bon? Mais avant, bien sûr, il faut accéder en mode écriture à la base de données. Donc, on appelle execSQL delete from admin where id égale 100. La deuxième méthode, c'est le même principe que celle-là. Ici, pour l'insertion, on a insert. Pour la suppression, on a la méthode delete. Là. Pour l'insertion, le même concept. Toujours, on ouvre la base de données en mode écriture et on crée un table de caractères, de chaîne de caractères qui va contenir les conditions. Et on veut supprimer quoi? On va supprimer à partir du nom de la table la ligne qui a comme ID, voici l'ID, et la valeur de l'ID il se trouve dans S, dans ce tableau de chaîne de caractères. Donc ici, il va contenir les arguments de la clause where. Ici, on va écrire la clause where. C'est les arguments de la clause where. Voici la clause where id égale, et voici l'argument. L'argument de la clause where, par exemple, id égale à 3. Donc 3, il sera stocké dans S. C'est bon? Oui, à peu près. Oui. Du SQL à l'intérieur du Java. C'est bon? Donc voilà. Madame, Oui. j'ai une question. Madame, comment on spécifie notre base de données? Comment on spécifie notre base de données? Par exemple, WDB, c'est notre base de données? Oui, c'est ça. Vous allez voir vers la fin. Je sais, maintenant, c'est juste on va la syntaxe, l'application de tout ça. Je vais vous montrer un exemple, vous allez comprendre les choses comment se font. C'est bon, Yassine? D'accord, madame. Mais toujours ici, c'est on interroge notre base de données. C'est toujours, on va interroger la même base de données. Vous allez voir ça dans l'exercice que je vais vous proposer. Je vais vous expliquer ça. Vous allez voir les choses homogènes. C'est bon? Alors, voici la deuxième pour la mise à jour. Donc, pour le update, si on veut modifier un champ, une colonne ou bien une valeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, il y a deux méthodes. On utilise la méthode requête SQL update. Donc, update table set dans le nom de la colonne la nouvelle valeur where condition. Donc, on fait ceci en utilisant la méthode execSQL et on écrit notre requête. La deuxième méthode, c'est on utilise la méthode update. On l'utilise en utilisant sa syntaxe, sa signature, update, il prend comme paramètre d'entrée le nom de la table, le content value et ici un tableau qui va contenir ici une chaîne de caractères qui va contenir la clause where, et ici un tableau de chaîne de caractères qui va contenir les arguments de la clause where. Alors dans cet exemple-là, donc voilà, on s'est connecté à notre base de données en mode écriture.
On a créé un content value qui va contenir les données qu'on va modifier. Donc, voici les valeurs qu'on va stocker dans content value. Et S, regardez là, c'est un tableau qui contient la valeur de l'ID de la ligne qu'on va modifier. C'est bon? Donc, et après, on appelle la méthode update. On va faire le update de la table admin tel que quels sont les champs qu'on va modifier. Ce sont les champs qui sont contenus dans content value. C'est le name de la ligne qui a l'ID et l'ID se trouve ici. L'ID, il est dans S. Si on a l'ID 3, donc on va modifier le nom de l'enregistrement qu'il y a comme ID 3. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu l'insertion, la suppression et le update. Maintenant, la sélection. La sélection, ça veut dire on imprime une recherche, plusieurs lignes. Alors pour ce faire, il y a aussi deux méthodes. On utilise, mais toujours le même concept, c'est on utilise un curseur. Un curseur, c'est un curseur qui permet de pointer. Voici la première ligne, voici la deuxième ligne, etc. Alors il y a une première méthode, on utilise la méthode query. La méthode query qui contient comme paramètres, combien de paramètres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paramètres. Le premier, c'est le nom de la table. B, ce sont les colonnes de la table à récupérer. C, c'est quoi? C'est le where, la condition. D, les arguments du where. E, c'est le group by. F, c'est having. G, c'est order by. Et H, c'est limit. Donc, voici un exemple plus concret. Donc, voilà, on se connecte à notre base de données en mode écriture. Ici, lecture, ça suffit. Parce qu'on va juste récupérer, afficher les données. Donc, voici, le premier argument, c'est table. Le nom de la table, c'est étudiant. Alors, le deuxième argument, c'est un tableau de chaîne de caractères qui va contenir les colonnes qu'on va récupérer. Ici, on veut afficher le CNE et le nom. Donc, on veut afficher le CNE et le nom de la table étudiant. Mais il y a une condition. Une condition telle que on veut afficher les étudiants qui ont le nom s'appelle Alaoui. Donc, c'est pour cela, dans le troisième paramètre, on a le where. Et dans le quatrième paramètre, on a la clause du where. Et group by, on n'a pas besoin de group by, on fait nul. Having aussi, on fait nul. On n'a pas besoin de faire la sélection par group by et having. Mais par contre, on veut organiser les lignes par order by. Order by, les noms d'une manière descendante. Et limite, on se limite uniquement aux 10 premiers enregistrements. Et voilà, on appelle cursor. Et on applique la méthode query, on donne les paramètres. Donc ça, c'est une première méthode. Il y a, avant de passer à une deuxième méthode, pour curseur, il y a des méthodes qui nous permettent de naviguer. C'est la méthode move to first, ça veut dire déplacer le curseur à la première position pour lire les données de la première ligne. Move to last, bien évidemment, on se place le curseur à la dernière position pour lire les données de la dernière ligne. C'est bon? Il y a aussi move to next, déplace le curseur d'une position pour lire la ligne suivante. Et move to previous, déplace le curseur d'une position pour lire la ligne précédente. Move to position, on donne une position spécifique, déplace le curseur à la position indiquée. Ici, ce sont
les méthodes de navigation, comment on peut passer d'une ligne après ligne, comment on peut se placer à la première ligne et la dernière ligne. Pour le curseur, il y a aussi des méthodes d'information. Parce qu'on a une sélection, parfois on a besoin de faire le count. Le count pour donner qui sont le nombre des lignes retournées. Donc, parmi ces méthodes d'information, il y a getCount. Count, il retourne le nombre de lignes qui sont renvoyées par la requête. Il y a getColumnName. On lui donne l'index, il retourne le nom de la colonne spécifiée par son index. Il y a le getColumnCount, retourne le nombre de colonnes renvoyées par la requête. Il y a int, getPosition, récupérer la position actuelle. Et un booléen isAfterLast, savoir si vous êtes après la dernière ligne. À votre avis, comment on peut utiliser le dernier booléen? Madame, si on veut boucler sur le curseur jusqu'à le dernier enregistrement. Voilà, très bien. Donc c'est là, ce booléen, ça nous sert à savoir est-ce qu'on est arrivé à la dernière ligne ou pas. C'est bon. Donc voilà. Pour la deuxième méthode, on utilise le curseur, mais raw query. Raw query, c'est à peu près le même concept. Donc, on a les arguments, c'est la requête. String, ça va être, ce sont les arguments de la sélection. Voilà, donc la première, c'est notre requête et les arguments de la requête. Alors, voici un exemple, plus facile à voir. Donc ici, on crée une liste. Et qu'est-ce qu'on fait? On se connecte à notre base de données en mode lecture. Et voilà notre curseur. Curseur. Et on appelle la méthode rawQuery. Donc voici le premier argument, c'est notre requête. Select étoile from products. Et c'est le deuxième argument, nul, parce qu'on n'a pas le where. On n'a pas le where, on a sélectionné tous les données. Si on avait le where, on va les placer ici. C'est pour cela qu'on a mis nul. Et on commence à boucler. Regardez, placez le curseur à la première position. Donc, move to first. C'est bon? Alors, regardez le booléen. Tant que isAfterLast égale à false, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé là, à la dernière ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On boucle, on récupère les colonnes qui ont l'ID et le label et on les met dans notre liste. Donc, on commence à boucler ligne après ligne. Et on va retourner notre liste. Alors, puisque c'est une base de données locale qui se place avec l'application, pour la chercher, on va faire le même principe qu'on a fait pour les fichiers. Donc, on va aller dans le Device File Explorer, on va chercher le dossier Data, et on va chercher le package de notre projet. Voilà, ici par exemple, notre application s'appelle Database 01. On va aller dans Database et on va trouver notre base de données. Elle est là. Elle est créée et ici, elle est stockée ici. Bien sûr, on peut lire cette base de données. Alors, pour la lire, il y a deux logiciels possibles. Vous pouvez télécharger SQLite Browser ou bien SQLite Studio. Par exemple, celui-là, c'est SQLite Browser. Vous allez l'installer. Pour lire cette base de données, il suffit de faire un enregistré sous, par exemple dans votre PC, et l'ouvrir avec votre logiciel. Donc, voici le logiciel. Donc, ouvrir une base de données. Et vous allez, regardez, elle est stockée ici. Vous allez l'ouvrir et voir son schéma, sa structure. C'est bon? Donc, voici la base de données. Donc, pour appliquer tout ce qu'on a vu, donc, il faut s'exercer en faisant cet exercice. Donc, vous allez faire cet exercice. On a deux champs et on va les stocker dans une liste.
Alors, je vais vous montrer le code, comment vous allez faire et après vous appliquez. Donc, vous allez faire l'enregistrement, la suppression et le update. Je vous montre ça. Donc, voilà. Par exemple, voilà. Je viens de supprimer un i. On donne le ID. Ah, j'ai perdu l'application. Voilà, on a fait le update. C'est bon? Donc, c'est ce que vous allez faire. Alors, je vous montre le code. Donc, voilà. Ici, dans notre table, dans cet exercice, on a besoin d'une table. Cette table-là, donc on a besoin d'un seul élément. C'est pour cela qu'on va créer une seule classe. Voici la classe qu'on va créer. C'est la classe database, connexion. Regardez. Donc voilà, il hérite de SQLite Open Helper. Donc voici le premier constructeur que je vous ai expliqué. Il prend comme paramètre d'entrée contexte et on appelle le constructeur de la classe mère. Donc voilà, ici c'est le contexte de l'application. Ici c'est le nom de la base de données qui va être créée. Ici c'est appelé person.db. Factory c'est nul et la version c'est 1. Après ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Cette classe c'est en sorte de DAO. Ça veut dire qu'elle va contenir tous les opérations, les méthodes avec lesquelles on pourra faire l'insertion, la mise à jour et la suppression. Donc voici la première. Ici, on donne un nom et on veut insérer une donnée dans la base de données. Alors pour ce faire, pour insérer une donnée, on doit accéder à la base de données en mode écriture et on va instancier un content value dans lequel il va contenir un champ qui s'appelle name, qui va contenir la valeur name. C'est la valeur qu'on veut stocker. C'est bon? Et on fait l'insertion via la méthode insert. Donc, insérer dans la table admin. Ici, on n'a pas le web. On va stocker uniquement les valeurs. Ici. On va stocker uniquement les valeurs qu'on a ici. C'est bon? Donc voilà pour l'insertion. Oui, on va appeler cette méthode. Donc je vais vous montrer la méthode contrôleur et après on va aller dans la classe main. C'est dans la classe main qui va appeler cette méthode. Voilà, donc vous avez compris le concept. Ici, on est en train de voir le DAO. Pour la suppression, on donne un ID. On instancie on se connecte notre base de données en mode écriture. Et qu'est-ce qu'on va supprimer? On va supprimer la ligne qui a comme ID, le ID passé en paramètre. Donc voilà ici, delete de la table admin, la ligne qui a comme ID, la valeur de l'ID, elle est stockée dans S. Donc voilà pour la suppression. Pour le update,
On lui passe le paramètre nom et le ID. On accède à la base de données en mode écriture et on appelle la méthode execSQL. Donc update, admin, set, name et on donne le nom et le ID. C'est bon? Et on a une autre méthode, c'est getAllRecords. C'est elle qui va nous donner une sélection. C'est là où il y a les curseurs. Il va nous donner tous les éléments stockés dans notre base de données. Donc, voici ArrayList, c'est ma liste. On accède à la base de données en mode écriture. Et qu'est-ce qu'on fait? Voici un curseur et on applique la méthode rowQuery. Donc, voici la classe, la requête. Ici, on va tout sélectionner. Donc, on n'a pas le where. Donc, select étoile from admin. Donc, il va tout afficher. Tous les données stockées dans la table admin, ils vont être affichées. Donc, on pointe notre curseur sur la première ligne et après, tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière ligne, on boucle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les valeurs. On récupère le ID, on récupère le nom et on les affiche dans un seul label. Et on les stocke dans notre liste. Et on va retourner notre liste. Cette liste, c'est celle-là. Regardez. Il y a le ID, deux points, le nom. C'est bon? Les informations sont affichées par défaut. Pour update, pour le update de il va afficher tous les données stockées. Il affiche tout. C'est bon? Et les stocke dans une liste dans notre liste. Il va afficher cette liste. Et celle-là, c'est une liste, puisqu'on a besoin d'un adapteur. Donc, ça, c'est juste, je vous montre le DAO. Toutes les requêtes avec lesquelles on va interroger la base de données. Après, on va aller dans la main, notre main. C'est bon? Donc, voilà, get all record, il va nous retourner tous les enregistrements dans une liste. C'est bon? Et voilà, bien sûr, avant même d'aller vers ces méthodes-là, avant tout, une table admin doit être créée. Avant même, la première des choses que vous allez faire, c'est celle-là. C'est onCreate. Il faut créer la base de données. Il faut créer la table. Alors, pour la créer, on va surcharger la méthode onCreate, dans laquelle on va exécuter ce code-là. Exec SQL, create table, if not exist, admin. ID integer, c'est une clé primaire. Ename, c'est un texte. Donc voilà, la table est créée. Ici, c'est pour le on upgrade. On peut faire quoi? On peut supprimer la table et la recréer. Mais on n'a pas besoin de ça. On pourra utiliser on upgrade si on veut changer le schéma de notre base de données. Sinon, j'ai laissé ça en commentaire. Donc, j'ai gardé la table que j'ai créée. C'est bon? Donc, voici notre DAO. Bon. Une sorte de DAO, parce que le DAO, pour certains, c'est un design pattern dans lequel les opérations se font dans une interface. Ici, c'est une sorte de classe contrôle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien sûr, on a fait tous ces traitements-là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit les appeler. Alors avant tout, pour l'interface graphique, qu'est-ce qu'on a? On a deux champs, on a des boutons et on a une liste. Donc graphiquement, le design. Voici notre design. C'est bon? Donc c'est un table layout.
Voici le premier table row. Il contient, voici le premier text view. Voici le deuxième edit text. C'est pour la première ligne. La deuxième ligne. Voilà. Il contient un text view et un edit text. Et voici la troisième ligne. Il contient 3 boutons. C'est bon. Et pour la troisième ligne, il contient une liste. C'est bon? C'est une liste. Donc, on appelle une liste view. C'est bon? Ici, on ne va pas faire un item list parce que ici, ce n'est pas une liste customisée. Comme on a fait, on a rajouté des choses, etc. Donc, on peut utiliser une simple liste. On n'a pas besoin d'un base adapter. Parce qu'on a utilisé une liste basique qui contient un seul champ. Alors, on est maintenant dans la classe main. Donc, voici la classe main. Donc, main activity, on a le... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On déclare, on fait la liaison avec notre list view. Donc, voici notre list view. Regardez ici, voici la connexion avec la base de données. Comment ça se fait? Donc, on instancie. Voici la classe qu'on a créée, c'est celle-là. C'est bon? Donc, voilà. On instancie cette instance de base de données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée une array list qui contient, regardez, dans cette liste, il contient la liste retournée par la méthode getAllRecord. GetAllRecord, il va nous retourner quoi? Tous les enregistrements de la base de données. C'est bon? C'est cette méthode-là. Get. Voilà. Il nous retourne tous les enregistrements qui sont stockés dans la table. Il va les retourner dans cette liste. C'est bon? Donc, c'est pour cela qu'on a appelé cette méthode. Donc, maintenant, notre liste, il est alimentée par les données qui sont dans la base de données. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Puisqu'il reste de les afficher. Pour les afficher, on a besoin d'un adapteur. Ici, on a utilisé un array adapter parce qu'on a une liste simple qui contient un seul champ. Ce n'est pas une liste sophistiquée comme on a fait pour le TP qui contient plusieurs champs, une image, etc. C'est pour cela qu'on a fait un custom adapter. Ici, on a utilisé un array adapter. Le voilà. Voilà, et on a appliqué cet adapteur sur notre liste view. Et voilà, les données s'affichent. Dès qu'on se connecte à l'application, on va récupérer toutes les données affichées, affichées dans notre page. Après, on commence à faire les événements. Lorsqu'on clique sur enregistrer, que va-t-il arriver? Donc, lorsqu'on clique sur enregistrer, donc, on fait quoi? Donc, lorsqu'on clique sur enregistrer, regardez. Voilà. Sur le bouton enregistrer, on a un événement qui est en clic, qui s'appelle enregistrer. Donc, c'est pour cela qu'on doit créer une méthode qui a ce même nom, enregistrer. Donc, lorsqu'on clique sur enregistrer, que va-t-il arriver? La méthode enregistrer se déclenche. Et qu'est-ce qu'il fait? On doit faire la liaison entre les objets graphiques avec les objets Java, ça veut dire notre edit texte graphique avec un texte view Java, faire la liaison. Maintenant, vous êtes capable de faire ce genre de liaison. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit accéder à la base de données en mode écriture. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le travail est déjà fait. Il suffit d'appeler la méthode insert new admin. On doit instancier
ouvrir la connexion avec la base de données et appeler la méthode insert new admin. Et on insère quoi? On insère un enregistrement et on lui passe le paramètre, le nom récupéré de notre text view. Donc, insert new admin, il est déjà défini ici. La voici. Donc, on appelle cette méthode-là. C'est bon? On appelle cette méthode-là. Madame, Oui. mais on enregistre seulement le nom. Et pour l'ID, ce sera automatique. Oui, ici, oui, c'est auto-increment. Il pourra être auto-increment, oui. Mais, pour autant, il faut la déclarer Oui, dans la création du table. oui, dans la création du table, oui. Mais madame, il y a le champ de l'ID dans l'input. Dans l'input, attendez. Mhm. Il est auto-increment. Attendez de voir. Mhm. Wadara automatiquement. Automatiquement, il a récupéré automatiquement auto-increment. Ça va. Madame, je crois que quand on crée une table, est-ce qu'il y a light inséré automatiquement ID comme étant auto-increment? Oui, c'est ça. On voit qu'il est là automatiquement. Après, on était où? Donc voilà, on fait l'insertion et après, euh, parce qu'on veut afficher ce qu'on a enregistré, on va appeler toujours notre ArrayList, notre adapteur et toujours faire le même affichage. C'est bon? Vous pouvez, puisque ici c'est juste pour des enregistrements de petite taille, pour ne pas succomber, surcharger, à chaque fois recharger depuis le début, il y a une méthode Notify Changes. Je vais vous montrer ça dans un TP lorsqu'on va faire des notions plus avancées. C'est bon? Vous pouvez se contenter de ça à cette étape-là. C'est bon? Donc, on fait le changement et on affiche notre liste. C'est bon? Le même concept aussi, le même principe pour le update. Lorsqu'on fait le update, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la méthode updateRow. Toujours, on accède à notre base de données et on appelle la méthode updateRow. Et on affiche. Toujours le même concept. Pour supprimer, le même principe. On accède à notre base de données. On récupère les données qu'on veut supprimer. Et on appelle la méthode deleteRow. Et on affiche. Donc voilà, c'est ça l'exercice, c'est l'occasion pour vous pour exercer les notions qu'on vient de voir. C'est bon? Alors vous faites l'exercice, je pense que c'est déjà l'heure de la pause. La base de données, ça se fait comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le stockage, ça se fait automatiquement. Lorsqu'on crée notre constructeur, regardez. C'est cette classe-là qui va gérer l'accès à la base de données. Lorsqu'on crée cette classe qui hérite de SQLite OpenHelper, que va-t-il arriver? On appelle un constructeur. Donc la base de données, c'est secret. On lui passe ça se crée où? Oui, c'est ça la question. Ça se crée où? Puisqu'on a dit
cette base de données, ça se crée avec l'application. Donc, où est-ce qu'on va la chercher? En utilisant Device, File Explorer. C'est bon? Et on cherche. On va aller dans le dossier Data. Dossier Data. On va aller aussi dans le dossier Data. On va chercher le package de l'application, le nom de l'application. Je l'ai déjà ouvert. Le voici. Voici notre exercice. Database EXO. Et vous allez voir que c'est Database. Alors ici, c'est juste, j'ai casté le fait qu'il soit écrit en texte. Sinon, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez l'enregistrer. L'enregistrer dans votre PC. Et vous pouvez la lire, l'ouvrir en utilisant un des deux logiciels. C'est clair? C'est bon. Donc voici c'est votre exercice. Je pense qu'on est arrivé à l'heure de la pause. C'est ça? Pas encore, pas encore. Pas encore. C'est jusqu'à 10h30. Alors voilà, c'est ça votre exercice. Donc vous faites l'exercice. Donc toujours, il faut créer tout d'abord une classe qui est hérite du SQLite OpenHelper. Il faut déclarer le constructeur. Il faut surcharger la méthode onCreate dans laquelle vous devez créer la table. En upgrade, vous pouvez ne pas le faire. Et commencer à définir les méthodes. Les méthodes avec lesquelles on fait l'interaction avec la base de données. Il y a le insert new admin pour l'insertion, qu'est-ce qu'on fait, pour la suppression, pour la mise à jour et pour la sélection. Donc vous allez définir 4 méthodes. Et après, dans votre main activité, vous allez créer les événements et vous affichez les données que vous récupérez de votre table. C'est clair? Oui, par défaut. Il suffit de faire extend, c'est par défaut. C'est clair? Donc voilà, donc vous faites l'exercice.